Donc tu ne me verras jamais en train d'insulter le président Alassane Ouattara ou bien... Non, moi je fais de la politique. Je suis contre le 4e mandat. Je suis contre les gabegies financiers en Côte d'Ivoire. Je suis contre, en tout cas, le manque de professionnalisme de nos cadres en Côte d'Ivoire. Je suis contre ça. Je ne suis pas dans les injures. Voilà. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, je me suis posé... Au fait, depuis hier, je me suis posé 3 questions. Oui. Mais avant de parler des questions, sachez que... Non, je ne fais pas monter des gens d'abord, ça après. Sachez que l'opposition ivoirienne est en train de faire un très bon travail. Félicitations à l'opposition ivoirienne. Félicitations au président Koudou Laurent Gbagbo. Oui, l'homme du terrain. Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas 2020. Le pressing se sent. Félicitations au président, comment on appelle ça? Tidiane Thiam. Oui. Félicitations au président Tidiane Thiam. Félicitations au président Soroki Bafori Guillaume. Parce qu'on avait besoin de ce clivage politique là en Côte d'Ivoire. De cette terre politique là en Côte d'Ivoire. Parce que quand le Barça passe son temps à jouer avec les équipes de D2, on ne peut pas connaître la capacité ou la compétence du Barça. Il faut qu'il y ait le Real, il faut qu'il y ait Chelsea, il faut qu'il y ait des grands clubs afin de compétir. Aujourd'hui que les compétiteurs sont là. Aujourd'hui que tous les ténors sont là, tous les cadors sont là. Le jeu politique actuellement en Côte d'Ivoire, c'est propre et c'est zo. On peut se poser 1001 questions sur la situation politique en Côte d'Ivoire. On peut aujourd'hui, grâce à ces grands types-là, on peut aujourd'hui se poser 1001 questions sur la politique ivoirienne en Côte d'Ivoire. Pourquoi la carte de séjour a été instaurée en Côte d'Ivoire? On peut parler de ça maintenant. Est-ce que Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, détestait les gens du Nord? Est-ce que la politique du président Laurent Gbagbo était faite pour exclure les gens du Nord? On peut se poser cette question maintenant. Est-ce que ce n'était pas une simple manipulation? Est-ce que ce n'était pas une fausse communication pour faire passer Laurent Gbagbo pour le bourreau de nos parents du Nord? On peut se poser cette question-là maintenant. Pourquoi le PPACI reçoit son kit de parrainage? On peut parler de ça maintenant. On vous a dit que ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, seuls les gens qui sont dotés de raison vont comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Partagez, tapez le lèvre s'il vous plaît. Voici une Côte d'Ivoire qu'on nous a vendue comme quoi le président Laurent Gbagbo avait une politique pour exclure les gens du Nord. Mais quand il a pris le pouvoir, en son sein là, il y avait beaucoup de nos parents du Nord. Il y avait beaucoup de nos parents du Nord. Jusqu'à aller prendre Soro Guillaume comme son premier ministre. Qu'on vient nous dire ouvertement, clair, sans manipulation aucune, à quel moment Laurent Gbagbo avait une politique pour exclure les gens du Nord? Parce que nous aujourd'hui là, on a conjugué ça hier. On a conjugué ça hier. Parce qu'on nous a vendu ça sur toutes les chaînes de télé. Le pouvoir du Sud, c'est le pouvoir chrétien. Le pouvoir du Nord, c'est le pouvoir musulman. Et les Ivoiriens ont adopté ça parce qu'on n'avait pas les médias. On n'avait pas les réseaux sociaux pour dire à nos parents que cette manipulation ne doit pas passer en Côte d'Ivoire. Mais on a vécu dedans. Alors que celui qui pourchassait, la personne qui pourchassait nos parents du Nord jusqu'à aller instaurer la carte de séjour en Côte d'Ivoire, vous le connaissez. Vous le connaissez. Pourquoi la carte de séjour a été instaurée en Côte d'Ivoire? On va parler de ça. Pourquoi le gouvernement du feu Félix Houphouët-Boigny, à son sein, le président Alassane Ouattara ont instauré la carte de séjour hier? Pourquoi? Parce que quand on met une carte de séjour dans un pays, c'est de différencier entre l'étranger comment on appelle ça? Entre l'étranger et les citoyens du pays. Depuis hier, je ne fais que lire des articles sur ça.
Mais les gens de mauvaise foi diront que c'est bien. Que ce qui s'est passé là, c'est bien. Mais nous allons tout droit vers les élections aujourd'hui. Le Nord, les enfants du Nord ont fait la rébellion. Se sont battus, d'après eux, pour changer les choses en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez venir nous dire le bilan du Nord pendant les 15 ans? Est-ce que vous pouvez venir nous dire le bilan du Nord pendant les 15 ans? Parce que quand tu te bats pour quelque chose, c'est pour en profiter. Quand tu te bats pour quelque chose, c'est pour en profiter. Tu ne te bats pas pour que d'autres personnes en profitent. On appelle ça un début de folie. On appelle ça un début de folie. Le Nord s'est battu, d'après vous, pour instaurer la légalité en Côte d'Ivoire. Pour que tous les Ivoiriens soient traités au même pied d'égal. Pour que le développement touche tous les bords, en tout cas toutes les régions en Côte d'Ivoire. Venez nous sortir le bilan du Nord de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et pourquoi vous êtes battus? Vous allez comprendre simplement que vous étiez dans une manipulation. Moi, je parle de Gagnoua. Pour ceux qui me disent non, que non, le bilan de Gagnoua. Arrêtez de comparer votre gouvernement au gouvernement du président Laurent Gbagbo. Je vous dis ça toujours. Arrêtez de comparer en tout cas votre gouvernement, en tout cas le gouvernement en place, au gouvernement Laurent Gbagbo. Parce que je ne pense pas que si Gbagbo avait le temps de travailler, si Gbagbo avait le temps de travailler, voilà, je ne vous avais pas dit, on est en train de parler, ils sont en train d'insulter. Ils sont faibles. Ils sont faibles, c'est pas possible. Hein. On est en train de parler, hein. On est dans un débat, eux sont en train d'insulter. Hein. Ton barbier, ta mère con, patati patata, regardez. Ils sont faibles. Je vous ai dit que c'est des gens qui sont en manque d'arguments. Et au RHDP, c'est ça le problème. Hein. Il y a tellement d'illettrés au RHDP qui se défendent avec des insultes, au fait. Ils se défendent juste avec des insultes. Hein. Ils n'ont pas l'éthique du débat. Tu lui dis quelque chose, tu n'es pas content. Envoie ta demande, tu vas parler. Envoie ta demande, tu insultes. Donc c'est un insultant que tu vas gagner ton électorat. C'est grave. Non, ceux qui insultent là, c'est eux que je veux faire monter. Connais, il s'appelle comment? Connais IB, envoie ta demande. Et puis tu vas dire ce que tu veux dire là. On va t'entendre. Faut pas insulter. Envoie ta demande. Vous êtes fini. Ça prouve que vous êtes fini politiquement. Et qu'il n'y a que la violence. C'est que la violence maintenant qui est votre référence. Parce que ce que je viens de dire là, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu dis ah l'unique, je vais te contredire. Viens. Vous allez connaître la vérité va vous affranchir. Oui. Parce que vous nous avez trop menti. Vous avez fait de sorte que nos parents du Nord, hein, qui étaient... Au fait, la politique a changé nos parents du Nord. Normalement, ce sont des gens qui ne sont pas violents, à la base. Ah bon, ok, si tu m'aimes pas, je te bloque alors. C'est pas grave. Attendez, je vais le bloquer. C'est ça le RHDP. Le RHDP, ils n'ont pas de... C'était militant du RHDP. Aujourd'hui, est-ce que ce pourquoi vous êtes battu hier, là, vous avez les bénéfices de ça? Est-ce que vous bénéficiez de ça? Parce que je tiens à dire, bon, lui il parle de madame, je te bloque. Excusez-moi. Voilà, tu parles de madame, je te bloque. Est-ce que comme vous regardez le pays là, vous n'avez pas besoin de changement? Regardez le Nord est délaissé. Le Nord est délaissé pour compte. Le chômage au Nord n'en dit pas son nom. Même les parents qui hier vendaient leur anacade avec beaucoup de facilité.
Aujourd'hui, là, les Anakas sont planqués dans des maisons. Le Nord, aujourd'hui, est laissé pour compte. C'est un désert qui n'en dit pas son nom. Dites-nous, le Nord a bénéficié de quoi? Le Nord de la Côte d'Ivoire. Ce dont vous vantez. Oui, mais votre objectif là, c'était pas qu'on vous rafle dans la rue. C'était pour ne pas qu'on vous rafle dans la rue. Est-ce que l'exode rural a stoppé au Nord? Si vous connaissez la définition de l'exode rural, est-ce que ça a stoppé au Nord? Non. Non. Donc aujourd'hui, là, nous devons nous poser de véritables questions. Qui était réellement le président Alassane Ouattara? Qui était réellement le président Alassane Ouattara? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment venu pour les nordistes? Ou bien c'est quelqu'un qui est venu pour ses intérêts personnels? Parce qu'en parlant d'intérêts personnels, je peux dire tout, on peut en citer plein. Est-ce qu'il est réellement venu pour la Côte d'Ivoire? Toutes ces questions, on peut se poser. Famille, tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre à fond, tout le monde. Mais quand tu parles à nos parents du Nord, que le président Laurent Gbagbo ne vous a jamais détesté. Le président Laurent Gbagbo ne vous a jamais détesté. Ça encore là, je peux vous faire une confidence. Parce que plus on avance dans le jeu politique, plus on comprend que le pouvoir de Laurent Gbagbo là, c'était un pouvoir juste pour manipuler la masse au Nord. Toute la communication qui était faite, en tout cas pendant le gouvernement Laurent Gbagbo, était des communications juste pour manipuler la masse au Nord. C'est tout. Mais vous ne dites pas cette vérité-là. Vous ne dites pas ça aux gens. Laurent Gbagbo même, il est venu là. Il a déposé Mme Simone Veil Gbagbo. Il a pris encore une femme du Nord. Mais quelqu'un qui n'aime pas les nordistes, quelqu'un qui a un problème avec les nordistes, et puis lui, il prend votre soeur en debout, et puis lui, il sort avec votre soeur. Quelqu'un qui est anti-nordiste. Et puis sa femme là, c'est une femme du Nord. Vous n'avez pas encore compris quelque chose. Vous n'avez pas encore compris quelque chose. C'est pour ça qu'il y a le pressing politique aujourd'hui. Les vrais parents du Nord ont compris la machination. Parce que les enfants ont pris les armes. La reconnaissance n'a pas été... En tout cas, la reconnaissance n'a pas été réciproque. Les vrais hommes, les vraies personnes du Nord ont compris. Il y a ici qui dit non qu'il n'est pas le président du Nord. Je pense que il y a un de ses discours où il dit non qu'on ne veut pas que je sois président parce que je viens du Nord. Parce que je suis musulman. Donc, si le Nord a été instrumentalisé pour sa guise là, on va lui rappeler ça. Ça fait quoi? Ça fait quoi? On va lui rappeler ça. Parce que ce sont ces mots-là qu'on fait de sorte que les nordistes sortent. Bon, il est président de toute la Côte d'Ivoire. Allons sur le fait qu'il soit président de toute la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est pas Abidjan. Si aujourd'hui, là, après 15 années de gestion, les Ivoiriens crient au scandale, c'est qu'il y a un problème. Si aujourd'hui, les Ivoiriens crient au scandale, c'est qu'il y a un problème. Il y a une ici qui dit je vais gâter ma vie pour rien. Mais ma vie même là, si je ne me livre pas en holocauste aujourd'hui, est-ce que je peux me livrer en holocauste demain? C'est vous là, parler en Côte d'Ivoire, ça peut créer problème à l'homme. Normalement, la politique, là, on est censé faire la politique. Steve Biko, il parle à la télévision là-bas, sa vie est gâtée.
Vous envoyez des gens parler à la télévision, non? Vous acceptez des débats contradictoires, non? Pourquoi quand c'est nous on parle, là, vous voyez que c'est mauvais? Entre ce que je dis et ce que Steve Biko dit là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est agressif? Mais quand c'est moi qui parle, je vais gâter ma vie parce que vous ne voulez pas qu'on parle. La gestion du RHDP pendant les 15 ans est un échec. Est un échec. Je vous le dis. Quand tu as contacté plus de 41 000 milliards de nos francs comme dette pour voir ce qu'on voit là, c'est un échec. Et c'est un échec plutôt. C'est un échec. Comment on appelle ça? C'est un échec plutôt. Autant pour moi. Quand tu as des Ivoiriens qui, jusqu'à preuve de contraire, se posent la question sur leur avenir et comment rembourser la dette, c'est un échec. Quand tu as des Ivoiriens que, jusqu'à preuve de contraire, nous regardons une sœur qui est partisane, c'est un échec. Peut-être que le président Alassane Ouattara avait des ambitions. Je dis encore avec courtoisie, de faire de la Côte d'Ivoire un Washington bis. Mais ayez le courage, en tout cas, ayez l'amabilité qu'on vous dise que ceux qui sont autour du président Alassane Ouattara, ils n'ont pas fait leur travail. Tous les ministres qu'il a mis pour gérer la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas fait leur travail. Ayez le courage qu'on vous dise ça. Et le fait de le dire, ce n'est pas une méchanceté. Toutes les promesses qui ont été tenues, là, il y a eu des promesses. Il y a eu des promesses qui ont été tenues. Viens nous dire ça en Côte d'Ivoire ici. On va venir en Côte d'Ivoire, on sera en Côte d'Ivoire dans peu de temps. On va venir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour nous voir en Côte d'Ivoire. On va venir en Côte d'Ivoire. Mais je dis que tant que vous luttez sur des bords de riz gras en Côte d'Ivoire, moi je ne peux pas venir en Côte d'Ivoire. C'est bien que vous êtes miséreux là-bas. Moi je vais venir chez quoi là-bas? Vous donnez 2000 pour aller dans le campagne, pour aller dans le congrès. J'ai venu dire quoi? J'ai venu faire quoi là-bas? Un peu seulement, on va venir en Côte d'Ivoire. Mais vous-même, vous ne vivez pas là-bas. Maison est 100 000. Le SMIC à 70 000. Studio 100 000. Il y a un problème. Tu veux louer maison à Abidjan? Le SMIC à 70 000. Studio est 100 000. Mais c'est ça on parle. La vie est chère. Quelqu'un qui touche 70 000 en Côte d'Ivoire, il vit comment? Oh là là, mais regardez-moi ça. Quand tu parles, on te ramène à Gbagbo. J'espère que c'est Gbagbo qui est en toi. Quelqu'un qui dit le président des Ivoiriens, on parle. Quand tu parles, eux, ils te ramènent à Gbagbo. Quand tu parles, ils te ramènent à Gbagbo. Parce qu'ils veulent justifier leur échec. Quand tu parles, ils te ramènent à Gbagbo. À quel moment? C'est pour ça, nous sommes obligés de parler. Parce que le RHDP est fini. C'est fini. C'est vous qui ne voyez pas le mal venir. Vous ne voyez pas encore le mal venir. C'est fini. Parce que même nos parents du Nord ont fini par comprendre. Nos parents du Nord ont fini par comprendre qu'ils ont été embobinés. Mais pourquoi? Si vous avez la machine du pouvoir et que vous avez l'électorat des Ivoiriens, allez aux élections inclusives. Ne disqualifiez pas les gens. Allez-y aux élections. Mettez tout le monde. Je ne dis pas autre chose. Gbagbo, au premier tour, sans vaseline. Oh. Vous êtes trop excité. Je ne dis pas autre personne.
Au premier tour. Regardez comment ils sont remplis dans les commentaires. Ils sont allergiques comme ça. Regardez, ils ont mal. Ils ont mal, hein. Regardez comment ils sont dans les commentaires. Normalement, c'est un truc de l'opposition. Vous devez même faire des vues ignorés. On dit l'UNI fait beaucoup attention. Je ne ferai pas attention. Je parle de la politique de mon pays. Ils ont mal. Vous savez pourquoi vous avez mal? C'est parce que l'échec est imminent. Parce que moi, si j'ai confiance que mon candidat a bossé, moi je suis tranquille. Je ne vais pas insulter quelqu'un parce que mon candidat a bossé. La carte de séjour a été instaurée en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Et qui est l'auteur de cette carte de séjour en Côte d'Ivoire? Vous allez nous expliquer ça. Vous allez nous expliquer ça. Parce que moi j'ai les articles ici. Hein. Vous allez nous expliquer ça. Parce que c'est Gbagbo qui n'aime pas nos parents du Nord. Les personnes qui ont des noms à caractère nordique, c'est tout et consort. Mais pourquoi la carte de séjour a été instaurée en Côte d'Ivoire? Quand vous parlez là, vous ne parlez pas de ça. Ou bien, Sissi a jeté une sang sur le panel de Daouda. On s'en fout. Bon, moi, je n'ai pas de problème personnel. Moi, Ils vont monter ici, ils vont nous expliquer ça. Vous allez nous expliquer par quelle théorie ou par quelle alchimie vous allez nous dire que la carte de séjour là a été instaurée là. Vous allez nous expliquer ça. Mais nous, les Ivoiriens, on veut savoir. On veut comprendre. Et qu'est-ce que vous reprochez au président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Pour que son gouvernement ne soit pas en paix pendant 10 ans. Qu'est-ce que vous lui avez reproché? Parce que tous vos accords, que ce soit Makoussi, Ouaga 1, Ouaga 2, tout ce que vous avez demandé, à la carte de séjour, c'est un vieux débat. Il ne faut pas parler de ça. Hein, famille, il y a quelqu'un qui a dit que c'est un vieux débat, qu'on n'a qu'à parler d'autre chose. Il ne faut pas parler de ça. D'enlever le thème. D'enlever. Il y a un qui dit d'enlever, que non, ça c'est un vieux débat, que c'est déjà passé. C'est un vieux débat. Non mais ceux-là sont trop bien quoi. Quand c'est un vieux débat, on n'a qu'à lever. On va lever ça pourquoi? Ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La carte de séjour là. Parce que quand tu connais ton peuple, quand tu connais tes parents, est-ce que tu peux leur imposer une carte de séjour? Tu ne peux pas leur imposer une carte de séjour. Les trois questions sont là aujourd'hui. On ne va pas travailler, on va parler politique. Moi, je veux savoir. Tout va se faire dans la paix du Seigneur. L'opposition ivoirienne aujourd'hui se porte bien. Il y a une ici qui dit on veut la paix, mais on n'est pas en guerre, on est en train de parler seulement. Moi, je ne vais jamais appeler les gens à prendre les armes contre mon pays. Hein. Jamais de la vie. C'est les débats politiques, les discours politiques. Il n'y a pas de problème. On lance, ça c'est Dagbashi. Mais pour dire que je vais dire aux gens de prendre les armes contre mon pays, non. Moi, je ne vais jamais faire ça. Donc, il n'y a pas il y a qu'elle a fait des trucs ici. Moi, comme par hasard, aujourd'hui, là, vous ne voulez pas la guerre en Côte d'Ivoire. Mais qui a fait la guerre en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, vous voulez la paix en Côte d'Ivoire, mais qui a fait la guerre en Côte d'Ivoire même? Parce que nous, on dirait, moi, je suis nouveau sur Internet. Qui a fait la guerre en Côte d'Ivoire? Qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire?
tu demandes au PDCI, le PDCI dit qu'ils n'ont jamais appelé leurs partisans à prendre les armes. Quand tu demandes au PPACI, le PPACI dit qu'ils n'ont jamais appelé leurs partisans à prendre les armes. Quand tu demandes au COJER dit qu'ils n'ont jamais appelé leurs partisans à prendre les armes. Quand tu demandes au RHDP, le RHDP dit qu'ils n'ont jamais appelé leurs partisans à prendre les armes. Donc, qui a attaqué la Côte d'Ivoire? Quand tu demandes au président Soro Guillaume, il dit que oui, il a été rebelle. Mais il a fait son compte de quelqu'un. Donc, qui a fait la guerre en Côte d'Ivoire? T'as voté partager le live, s'il vous plaît. Le débat est lancé. Envoyez votre demande. On dit c'est ton candidat Soro Guillaume. Ah, je suis soroïste. Je suis un soroïste. Et moi, je cherche 4 de Soro Guillaume. Il y a des soroïstes. Au lieu d'aller parler dans le dos, parler dans le dos, parler dans le dos. Il y a des soroïstes, c'est pas grave. Je suis soroïste. Ah, d'accord, ok. Mais le même Soro Guillaume, vous l'avez consommé. Soro Guillaume, vous l'avez consommé. Vous avez mangé avec lui, il a travaillé dans votre Assemblée nationale. Celui qui n'est pas bon là, vous l'avez consommé. Chéki, je vais te bloquer de ma page. Je ne suis pas ton ami, hein? Je vais te bloquer. Tu as compris? Je vais te bloquer. Voilà. Si tu montes, tu me dis comment est-ce que... Si tu veux monter, tu montes. Tu me dis à quel moment il était soroïste. Tu montes, tu parles. Maintenant, si tu dis des énormités en commentaire, il te bloque, mon frère. Voilà. Le ministre de l'Éducation. Attends, je fais monter. Voici mon combat. Et l'une, je soutiens ta thèse. Je te soutiens. Aujourd'hui, il y a 2 camps en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Ou RHDP. Mi figue, mi raisin, là. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Soit tu es pour que ces voyous-là dégagent, ou tu es pour que ce système mafieux-là continue d'appauvrir, d'abrutir, de piétiner et de faire souffrir le peuple. Eux-mêmes, ils sont dans le peuple. Hein. Moi, je ne les exclus pas. Ils sont dans le peuple. Ils souffrent, mais ils disent que c'est bon. Au nom de quoi? Donc, l'unique, voilà un peu ce que je tenais à dire. Merci. Ok, merci beaucoup. On va donner la parole ici à Momo. Momo, ouvre ton micro. Momo. Ouais, l'unique. Bonsoir à toi et bonsoir à tous les panélistes. Voilà. Bah écoute, je vais rentrer directement dans le sujet. Hein. Je partage l'avis du frère sur le premier sujet. Effectivement, le président Alassane Ouattara a été appelé à la FMI pour venir en Côte d'Ivoire. C'était pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc, la carte de séjour a été instaurée dans ce sens pour, en tout cas, redresser l'économie. Donc, les gens, les étrangers qui vivaient en Côte d'Ivoire, que ce soit de la CEDEAO ou d'ailleurs, bah, pour exercer en Côte d'Ivoire, désormais, tu devais payer, je ne sais pas le montant, c'était 2500 ou combien en tout cas, comme il y avait beaucoup d'étrangers aussi en Côte d'Ivoire, ben, effectivement, ça a apporté beaucoup. Tout le monde peut voir la courbe de cette année-là. Mais ce que je voulais quand même préciser, c'est que l'année de, comment on appelle ça, d'instauration de la carte de séjour, ben, c'était pas le président Alassane Ouattara qui était le président de la République, c'était bien le président Félix Houphouët-Boigny. Donc, c'est bien de le dissocier. Parce que si on doit adosser tout ce qui s'est passé au temps du président Félix Houphouët-Boigny au Premier ministre. Ça veut dire tout ce qui se passe maintenant, on doit l'adosser au Premier ministre et puis tout ce qui s'est passé dans le temps de, comment on appelle ça, Laurent Gbagbo aussi, le président Laurent Gbagbo à ses ministres. Donc je pense qu'à un moment donné, on doit donner à César ce qui appartient à César. Oui, il a donné l'idée des titres de séjour, mais il y avait quelqu'un qui devait accorder pour que ça soit fait. Donc oui, c'était dans le compte du président Félix Houphouët-Boigny, c'est mon avis et c'est ce que je pense, c'est lui qui dirige, c'est celui qui doit tout coordonner. Et ça a vraiment marché. Voilà, faut pas, on va dire. Et aujourd'hui, moi personnellement, je suis pour que ça soit encore instauré. Je suis pour ça parce que ben il y a les gens qui viennent gagner leur pain quotidien, je suis pas contre, mais qu'est-ce qu'ils apportent à notre économie? Ça laisse à voir, il faut qu'ils participent à l'évolution de l'économie parce que nous qui sommes en France ici dans le pays des gens, on paye, chaque année, on paye 250, comment on appelle ça, ceux qui ont 10 ans, ceux qui ont 1 an, là, ils payent 250 € chaque année pour participer à l'économie du pays. Donc, je veux que ça soit autant pour moi. Il y a quelqu'un qui disait que
comme on est dans la CEDEAO, ça se fait pas. Non, il faut aller au Ghana, tu vas voir que les gens payent titres de séjour chaque année. Non, il y a libre circulation qui est différent des titres de séjour. Libre circulation, il y a une sorte de libre circulation entre la Côte d'Ivoire et puis certains pays maghrébins. Bon, c'est récemment, ils ont mis visa, mais on pouvait aller comment on appelle ça, en Tunisie ou au Maroc sans visa ou quoi que ce soit. Seulement, tu avais trois mois. C'est le même principe qui est là. Tu peux circuler dans l'espace CEDEAO, mais l'État dans lequel tu t'envoies, il peut te demander de prendre un titre de séjour pour pouvoir exercer des activités, sinon travailler dans son pays. Ça, c'est un choix. Moi, je suis pour ça. Et je sais que le président Alassane Ouattara, il l'avait fait dans le temps pour rehausser l'économie du pays et ça avait bien marché. Donc, je tombe sur le second thème. Qu'est-ce que... Attends, avant que tu vas prendre le second thème, il y a une motion pour toi. Mais vas-y. D'accord. Ok, je vais casser la thèse du frère parce que Ouattara, je répète, Ouattara a dit de sa propre bouche en 2009 sur Africa 24, c'est moi qui ai mis le projet en place et je l'assume totalement. Donc quand toi tu viens jouer l'avocat du diable, là, moi je n'arrive pas à comprendre. Donc quoi, tu as plus crédit que Ouattara dans ce sens-là? Je sais pas. Ouattara lui-même dit de sa propre bouche, c'est moi qui ai mis le projet en place et j'assume totalement. Momo, là, moi je comprends pas. Je t'invite à aller voir l'interview sur Africa 24 en 2009. Les vidéos sont encore consultables sur YouTube. Hein. Donc, moi, je sais pas, tu viens défendre quoi, mais tu n'es pas informé. Si tu n'es pas informé, il faut t'informer. Parce que là, sur les panels, là, tu vois, non, voilà, il y a des gens qui ont un brin de mémoire, quoi. Voilà, donc, c'était juste pour lui dire ça. Ok, je peux continuer dans ta mouvance, là, sur le même truc. Ok, vas-y pour ta motion. Alors, M. Ouattara, quand ils lui ont demandé, à M. Ouattara, il a tout simplement dit que c'était un projet qui existait et qu'il en a saisi l'opportunité pour imposer cette fenêtre-là, en fait, et que personne ne lui a forcé la main. Tout simplement. Voilà, c'était ça. Et c'était Alain Foucault. C'est Alain Foucault qui disait ça. Merci. Ok, Teradi, va pour ta motion, puis on va partir. La motion que j'ai, le frère Momo vient de dire tout à l'heure que le fait que Ouattara ait instauré la carte de séjour dans le temps, ça a relevé l'économie de la Côte d'Ivoire. Bon. Momo, je ne sais pas. Tu reconfirmes cela? Oui, je confirme que chaque fois les gens ils partaient payer l'argent pour renouveler leur titre de séjour. Donc oui, ça rentrait dans la caisse de l'État. Donc oui, ça a contribué. Les solutions que Ouattara a proposées en 93, quand il a été nommé, toutes ces solutions ont échoué, de sorte que la Côte d'Ivoire aille jusqu'à la dévaluation. Les entreprises de la Côte d'Ivoire ont été tous privatisées. Quand Ouattara est arrivé là, toutes ces solutions ont tous échoué. Je ne sais pas quel âge tu as, hein, mais je ne sais pas où tu as enlevé, excuse-moi, mais franchement, c'est insulter la Côte d'Ivoire. En disant que toutes les solutions que Ouattara a proposées, la carte de séjour là, ça a été la pire des solutions. Parce que Ouattara disait que la Côte d'Ivoire, selon lui, devrait aller jusqu'au-delà du Nord. Que la Côte d'Ivoire arrive au-delà de Ouangolo-Dougou. C'est-à-dire jusqu'à Bobo Dioulasso. Et quand il vient... Excuse-moi, Teradi, la dévaluation, c'était en quelle année? Je te mets pas là. S'il te plaît, la dévaluation, c'était en quelle année? C'était en 1994. Oh, T8000. Ben oui, c'est ça, c'était en 94, il est arrivé en 93. Non, c'était juste pour préciser ça. Voilà, il est arrivé en 93, la dévaluation a parvenu à 94. Toutes les sociétés de la Côte d'Ivoire ont été privatisées, elles sont longues comme son possibilité. Toutes les sociétés qui sont tombées, qui ont été privatisées, tout ça c'est sous Ouattara. Mon frère, les solutions de Ouattara ont été un gros échec. Ok, voilà. Laisse-le va développer comme ça, tu vas prendre ta... Parce qu'après, c'est toi. Ouais, alors frère Peradi, moi je voulais dire que après 93, le président Alassane Ouattara il n'était plus dans le gouvernement. Il y a le président Houphouët-Boigny qui était déjà décédé. Donc voilà, les dévaluations qui ont suivi après ça là, c'était pas bon. On va pas mettre ça sur son compte. Voilà, je pense que j'ai envie d'être plus objectif. Bon, par rapport à ce que le frère d'en haut, il y a comment on appelle ça, il y a l'étiquette de l'unique qui fait que je peux pas dire. Les dévaluations qui ont suivi après, on ne met pas ça sur son compte, en fait, c'est ça? Comment? Non, ce qui se passe sous la gouvernance du président Ouattara, on va pas charger le président Gbagbo de ça. C'est la conséquence de la gouvernance de Ouattara qui est arrivée là-bas, qui est arrivée à la dévaluation, mon frère. Ah, vas-y, Momo, vas-y. Tu as parlé de quel sticker? Ouais, en fait, il dit qu'il n'arrive pas à lire mon nom. Politique, ça fait que je vois pas son nom, quoi, en fait. Donc, voilà, je voulais répondre à sa motion, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mekava, il n'arrive pas à lire. Mekava. Voilà, le frère Mekava, franchement, bon, après, c'est ton avis. Moi, je pense que quand il y a un gouverneur, quand il y a un président qui est là, quel que soit tout ce qui se passe, même si aujourd'hui, c'est les ministres qui travaillent bien,
on va dire que c'est le président Alassane Ouattara qui travaille bien. Pour moi, je vais dans cette logique. Maintenant, bon, si c'est pas ton... Frère, c'est Ouattara même qui a dit de sa propre bouche. Bon. Et puis, Oufou était malade en 91 et 93. Il était très souvent malade. Voilà. Donc, va la chercher. Voilà, pour être plus crédible, va la chercher. Bon, on va pas, ouais, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je vais venir sur le second sujet qui est qu'est-ce que la rébellion apporte au nord de la Côte d'Ivoire après... Apporter, ou bien, le nord a bénéficié de quoi? Ouais, qu'est-ce que la rébellion apporte? Quel est le bilan du nord après 15 ans? Après 15 ans. Bon, déjà, moi, je vais dissocier la rébellion du pouvoir RDR, sinon du RHDP, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui prouve. On les accuse ou dit des choses en fonction des vidéos que nous voyons tous sur les réseaux sociaux. D'autres se basent sur les dits de Zakaria pour dire que c'est le président Alassane Ouattara. Ben, dans la même mouvance, en même temps, on peut écouter Ibrahim, c'est IB qu'on l'appelait, non, IB Major, un truc comme ça. Et puis, ce qu'il a dit sur le Guillaume, on peut se baser sur ça aussi pour dire que c'est pas lui. Donc, je peux pas affirmer que la rébellion égale à RHDP ou RDR. Bon, jusqu'à preuve du contraire, hein, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a aucune justice qui les a accusés. Bon, même depuis le temps du président Laurent Gbagbo, il a géré après la rébellion. Bon, il n'a pas confirmé que c'est lui qu'ils ont eu le débat politique, il n'a pas confirmé. Donc, je vais dans cette mouvance que je dissocie les deux. Maintenant, la rébellion, je prends cas par cas. La rébellion, déjà, qu'est-ce que ça a apporté à la Côte d'Ivoire? Pour moi, ça a mis la Côte d'Ivoire en retard de 10 ans. Moi, personnellement, ça m'a empêché d'aller à l'école. Voilà. Ça m'a empêché d'aller à l'école parce que j'étais dans la zone dite, zone occupée par la rébellion. Et je suis marocain, je suis nordiste. Donc, pour ceux qui sont en train d'accuser tous les nordistes des rebelles, non, au nord de la Côte d'Ivoire, peut-être ils étaient au nombre des milliers, des dizaines de milliers, mais il y a des millions d'Ivoiriens au nord de la Côte d'Ivoire qui ont été victimes de la rébellion. Donc, il faut dissocier le nordiste du rébellion. Parce que quand je suis venu au sud, imaginez-vous, 3 ans pendant le règne de la rébellion, je suis finalement venu au sud de la Côte d'Ivoire. Quand il vient au sud de la Côte d'Ivoire, on mettrait des rebelles. Pourtant, j'ai été victime des rébellions. Donc, sur cette base-là, je ne peux pas accuser quelqu'un d'être rebelle. Donc, je ne peux pas accuser le RHDP d'être rebelle, comment on appelle ça, un pouvoir rebelle. Ça, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que le RHDP, maintenant, en tant que parti politique, sinon parti au pouvoir, apporté au nord de la Côte d'Ivoire? Franchement, je pense que dans la mouvance du développement de Côte d'Ivoire, franchement, le Nord n'a pas bénéficié. Là, je viens de mon village. Il y a une semaine, j'étais en Côte d'Ivoire il y a une semaine, Ferentella. Il y a eu des promesses pendant les campagnes électorales. Pourtant, la zone de chez moi qui est tout bas, c'est une zone qui a plus de 80% qui votent pour RHDP. Voilà, c'est une réalité. Mais les promesses qui ont été faites depuis 2011 jusqu'à maintenant, je vais parler pour ceux qui sont de tout bas, de l'axe, comment on appelle ça, tout bas jusqu'à Mbayasso, jusqu'à présent, c'est pas bitumé. Il y a les populations qui n'ont pas d'eau potable. C'est un fait, c'est une réalité. Je pense que on doit mettre les émotions, l'ethnicité, le tribalisme de côté et puis voir certaines réalités en face et puis prôner un changement qui peut être bénéfique pour tout le monde. Voilà ma position sur ça et puis ce que je pense qu'ils ont fait au Nord. Pourtant, il n'y a aucun pouvoir qui est éternel. Hein. Donc voilà, je pense qu'il est temps, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Il est temps que on fasse, en tout cas, contrairement à certaines personnes qui parlent de violence, je pense qu'il faut unir les forces de façon pacifique dans les urnes. Ben, voter contre et puis voilà, ils vont quitter. Donc voilà ma position sur ça. Maintenant, l'arrivée du président Laurent Gbagbo, bah écoute. Donc ce qui veut dire que le bilan il est zéro, il est caduc. Alors moi je vais pas dire qu'il est zéro. Hein. Je vais pas dire qu'il est zéro parce que le bilan est zéro. Non, au nord c'est non, chez toi. Faut pas que je vais mélanger tout. Chez toi le bilan est zéro, il est caduc. Non, j'ai dit bilan général c'est pas zéro. Faut pas, voilà, on va pas être malhonnête. Bilan général, franchement, il faut saluer certaines choses. Je parle des universités, des hôpitaux construits, des voies quand même construites, mais ça, c'est pas décent. Enfin, ils n'ont pas tenu compte de toutes les régions. Je pense qu'ils ont concentré dans une zone. Pour moi, c'est pas bien comme ça, et c'est ça qui fait que les gens sont étouffés au sud du pays, sinon à Abidjan. Donc voilà, j'ai pas dit c'est zéro, mais il y a mieux à faire avec tout. Le bilan de chez toi. Chez moi, chez moi, c'est zéro. Tout bas, c'est zéro caduc. C'est zéro. Voilà, il est temps qu'eux, là, ils n'ont qu'à libérer. Il est temps qu'ils libèrent position de chez nous. Ça, c'est zéro. C'est zéro chez moi. Moi, je viens de Ferentella. Voilà, je suis de Touba. Donc, pour moi, là, je ne suis pas allé à ça. Ça, c'est ma position sur ça. Donc, c'est zéro. J'aime bien les gens comme ça. Lui, il est honnête. Il est honnête. Clair.
Donc, Voilà, c'est ma position par rapport à ça concernant le Nord et le RHDP. Maintenant, si je viens sur, comment on appelle ça, la présence du président Laurent Gbagbo, mais un pressing dans le jeu politique, je pense. C'est que ça met le pressing dans le jeu politique. Bon, ouais, je pense que il y a les gens qui disent que même si tu n'aimes pas le lieu, quand il faut reconnaître qu'il est rapide, en fait, tu vois. Quand il n'était pas là, honnêtement, ben, il n'y avait pas de pression, les gens faisaient tout tranquille, il n'y avait pas une pression, tu vois, il n'y avait pas de tension. Ça manquait un peu de saveur d'adversité. C'est une réalité. Voilà. Depuis son arrivée, même son parti politique qui était le FPI, malgré il n'a pas pu récupérer pour des raisons juridiques, il y a un parti politique qui a été créé récemment, je pense que ça fait que 2 ans ou 3 ans. Ben, je pense aujourd'hui que c'est, en tout cas, après le RHDP, c'est le parti politique qui peut rassembler plus de monde que tous les autres partis politiques, même anciens, même le vieux parti PDC-RDA. Au PDC-RDA, c'est un fait. Faut pas le nier. Et pour moi, en tout cas, en tant que quelqu'un qui aime la politique, qui aspire faire la politique, je pense que c'est bien. Le RHDP, tu as dit. Oui, je pense sincèrement que, en tout cas, aujourd'hui, quand même, oui. Peut-être qu'ils sont pas influents dans certaines zones comme d'autres, mais ils sont sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est une force aujourd'hui. Ben, un pouvoir qui règne 10 ans, il a eu tous les moyens de convaincre pas mal d'anciens partisans de d'autres partis politiques pour les fidéliser. Donc oui, ça fait leur force aujourd'hui. C'est une réalité. Voilà, je pense. Donc pour aller contre eux aujourd'hui, la position de l'opposition actuelle, s'ils sont pas unis, ça va être chaud. Donc pour dire que le président Laurent Gbagbo, oui, c'est une réelle force. Il faut pas le nier. C'est une réalité. Voilà, c'est une réalité aujourd'hui. C'est à cause de lui que les gens s'intéressent plus à la politique ivoirienne aujourd'hui. Sinon, les élections, ça passait presque inaperçu. Donc voilà, c'est un poids lourd de la politique ivoirienne, c'est un gladiateur, faut le reconnaître. Donc voilà ce que je voulais dire pour le moment. Attends, il y a une motion pour toi. Chiki, il y a une motion pour toi. Chiki, vas-y pour ta motion. Chiki, il n'a pas de connexion. Ok, vas-y, il faut chuter. Il n'a pas de connexion. Voilà, donc pour chuter rapidement, donc moi je pense que aujourd'hui on a, en tout cas je le dis sur tous les panels, on est à l'aube des élections, peut-être dans un peu plus de 3 mois, et c'est encore, il y a les cœurs partout, ça fait peur, et les gens ils tremblent partout. Moi j'appelle vraiment à la paix. Voilà, comme je le fais partout, il faut pacifier, il faut faire tout pour qu'aucun Ivoirien ne perde la vie, en tout cas pour des raisons politiques. Donc voilà ce que j'ai dit pour chuter pour le moment, et je suis à l'écoute. Ok, d'accord, Tiradi, c'est à toi. Ok, bonjour à tous. Merci l'unique pour ces 3 sujets qui font la chronologie de la situation politique en Côte d'Ivoire. Hein. Ouais, c'est important. Alors, la première question demande pourquoi la carte de séjour a été instaurée en Côte d'Ivoire. Alors, les raisons de l'instauration de la carte de séjour en Côte d'Ivoire. D'abord, la carte de séjour a été l'idée de Alassane Dramane Ouattara. Lui, en tant que technocrate dans le temps, imposé à Félix Houphouët-Boigny, oui, il faut le dire, imposé par les Occidentaux à Félix Houphouët-Boigny, puisque la Côte d'Ivoire était en ce moment subissait une grosse faillite. Donc, comme solution, ce qu'il a trouvé, contre toutes les clauses, contre toutes les règles, les lois de la CEDEAO, qui parle de libre circulation, qui parle de libre circulation de personnes et des biens, Alassane Dramane Ouattara, lui, technocrate émérite, comme on le vantait, la seule solution qu'il a trouvée, c'est d'imposer la carte de séjour à lui-même ses parents. Oui, c'est une réalité. On peut nier à aucun Ivoirien qui a un peu plus de 35 ans ou plus de 30 ans. Et c'est dommage, on le dit aujourd'hui, parce que ça a semé une mauvaise graine au sein de la société ivoirienne. Aujourd'hui, avant la carte de séjour, même ton voisin, tu sais même pas, que ton voisin même, tu saches qu'il est burkinabé ou malien, c'est quand ils sont dans le bac qu'ils doivent te retourner dans les pays d'origine, quand ils disent, ah, lui, donc ils étaient burkinabé ou bien ils étaient maliens. Donc, la carte de séjour a été imposée pour ces raisons-là, mais les conséquences, on les a vues, hein, parce que la carte de séjour n'a finalement pas brassé l'argent qu'ils souhaitaient, selon les fonds qu'ils souhaitaient pour élever la Côte d'Ivoire de cette faillite-là. Et donc, la carte de séjour a été un gros échec, sociétalement parlant, économiquement parlant. Parce que finalement, ça a fissuré la société ivoirienne. Parce que en Côte d'Ivoire, avec le boom cacaoyer, qui venait cultiver le cacao de la Côte d'Ivoire, c'était nos voisins. Voilà, c'était nos voisins, on savait même pas, certains même, on savait même pas qui était qui. Et quand ça a été instauré, finalement, il y a eu beaucoup de discrimination.
Il y a eu beaucoup de discrimination. On a des amis qui sont doubles nationaux, tout ça finalement. Et ces personnes-là se sont senties lésées depuis ce moment-là. Voilà. Se sont senties lésées depuis ce moment-là. Et quand je dis ça, je fais ça pour dresser la chronologie de la rébellion. Voilà. Quand on instaure la carte de séjour, que ces personnes-là sont lésées, sont fustigées, ces personnes qui ont participé à l'évolution, au développement de la Côte d'Ivoire, parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Je ne le dis pas parce que je suis de gauche ou bien je suis PPACI, non. Et quand on instaure une carte de séjour pour infliger cette leçon, ces personnes-là sont lésées, sont marginalisées. Donc, dès qu'on parle d'une rébellion, mais ces personnes-là ils vont constituer le bétail et la chair à canon. Alors, nos frères qui ont évoqué le cas de la rébellion, pourquoi ils ont fait, j'enseigne en même temps sur la rébellion. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont évoqué comme, ils ont parlé du peuple du Nord qui était fustigé. Bon, ils ont parlé du port de Boubou. Le port de Boubou, c'est une légèreté, hein. Moi, personnellement, je suis né à Oudiné. Je n'ai jamais vu un frère du Nord, pendant Tabaski, qui a porté Boubou, un policier l'a arrêté parce qu'il est en Boubou. C'était faux. Ça, il y a eu la charte du Nord qui a été propagée par Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Pour commencer à déjà s'aimer la mauvaise graine dans la tête de nos frères. Et, comme, mine de rien, à un certain moment, il y avait des petits gendarmes zélés qui étaient dans les raquettes, qui faisaient des contrôles à l'identité. Ces frères-là se sont permis de faire certains hommes politiciens se sont permis de faire une récupération. Mais à l'occurrence, Alassane Dramane Ouattara, c'est lui le père de la rébellion. C'est le Dieu même là. Quand la rébellion a éclaté, combien de temps après, Sori Diom est venu comme porte-parole de la rébellion. Avant Sori Diom, si vous vous rappelez bien, il y a une dame qui était des ethnies guéries, dont j'ai oublié le nom. C'est elle qui était la première porte-parole de la rébellion. Voilà. Donc, venez nous dire ici que Sori Diom est le responsable de la rébellion. Ça, moi, je crois que c'est son introduction, le personnel à lui, dans la politique, au sein de la politique, ce qui est dommage, ce qui lui-même il regrette aujourd'hui. Mais, la rébellion a été un échec. La rébellion a été un échec comment? Parce que tout ce qu'ils ont évoqué comme faits marginaux dans notre pays, ils n'ont pas réparé. Les frères dont ils disent qu'ils ont été marginalisés, beaucoup sont venus. Ils n'ont même pas pu mettre un système en place pour nos frères qui n'ont pas eu l'amour de l'école, mais qui n'ont pas été scolarisés, qui ont été victimes de tous qu'on appelle des gouvernements précédents, selon eux. Mais ils n'ont même pas pu. Ces personnes sont telles qu'ils sont. Va au nord aujourd'hui, les gens d'Odiné se plaignent. Lui-même, le frère qui dit qu'il vient qui est de Touba, qui est de Maouka, aujourd'hui, lui-même vient de le reconnaître. Donc, la rébellion a été un échec. Mais puis, la rébellion nous a divisés avec nos voisins. Parce que certains parmi nos frères qui étaient binationaux se sont dit que ce combat était pour eux, donc ils l'ont porté. Mais ils sont où aujourd'hui? Même ceux au sein du RHDP, qui étaient binationaux, qui sont même du Nord, qui sont pas forcément binationaux, mais qui étaient du Nord. Ils sont où aujourd'hui? Finalement, on a eu l'impression que ces personnes-là sont venues pour mettre en place une mafia, pour piller la Côte d'Ivoire. Et les enfants de la Côte d'Ivoire s'en sont rendus compte. D'autres sont partis, d'autres sont décédés, d'autres sont morts, tragiquement. Et puis on en est là. C'est l'échec de la rébellion. Il faut le dire, il faut mettre les deux pieds dans le plat. Maintenant, apparemment, il y a rien qui a une émotion. C'est qui a une émotion? Il y a une motion pour toi là. Oui, j'attends ta motion, c'est qui? Voilà. Au fait, je t'ai entendu parler tout à l'heure de la situation au nord. Tu sais, quand vous voulez critiquer là, le jeune frère qui vient de parler tout à l'heure, il ne faut pas prendre un exemple de ton village quand même. Ou faites exprès ou quoi? Entre le nord et puis le sud là, quand même, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas censé savoir le cas qu'il y avait entre ces deux zones là. Au nord là, il n'y avait pratiquement rien. Il n'y avait rien qui n'existait là-bas, contrairement au ville du sud. Il y avait la différence même là, c'était trop flagrant. Donc quand même, même si Ouattara même, vous n'allez pas quand même dire que Ouattara n'a pas fait un effort au nord, mais quand même on peut pas arranger au nord 100% comme si la Côte d'Ivoire se limitait au nord. Si on faisait tout au nord, c'est vous-même qui allez venir dire qu'on a laissé les zones du sud et on s'est concentré sur le nord, mais quand même. Vous voulez qu'on fasse quoi? Je peux continuer maintenant. J'ai entendu l'idée générale. Non, ne venez pas dire qu'au nord, il n'y a rien. Tu as fait une motion. Laisse-moi tout de parole. Tu as fait une motion, j'ai compris ta motion. Je vais continuer. Alors, moi je dis que quand on prend des armes, quand le seul argument pour pouvoir établir une justice sociale est de prendre des armes pour attaquer ses propres frères, quand on les attaque, on prend le pouvoir. Parce que ce n'est pas le million. Mais c'est pour ton micro ou bien? C'est comment? C'est de la mauvaise foi ou bien?
Aïe. Ah. Quand on prend les armes, quand on dit que la seule solution pour régler un problème social entre frères, c'est de prendre les armes pour agresser d'autres frères, quand on dit on ne peut pas porter boubou, là, normalement on fait le conseil des ministres, on fait ça en boubou. Il y a combien de vous parmi? Au Mali, les gens font le conseil des ministres, ils font en boubou. Ils sont tellement fonds de leur boubou là. Ils font ça en boubou. J'ai cru que vous tous là, vos gouvernements là, j'ai cru que tous allez se mettre en boubou. Quand vous avez pris les armes pour prendre le pouvoir là. J'ai cru que dans toutes les vues, vous n'avez même pas mettre avec les 42 000 milliards que vous avez pris là. J'ai cru qu'il n'y allait pas avoir de poussière dans aucune ville au nord. J'ai cru qu'il y allait avoir des écoles partout dans le nord, qu'il n'y allait pas encore avoir des tentes pour des paillotes où les gens vont à l'école. Au nord. Arrêtez de nous distraire. Les gens ont pris le pouvoir, ils ont utilisé certains de nos frères, et c'est ça la réalité. Et donc la rébellion a été un échec. Ça ne doit plus se passer en Côte d'Ivoire, il ne doit plus avoir de rébellion en Côte d'Ivoire. Il ne doit plus avoir de prise d'armes, plus du pouvoir par les armes en Côte d'Ivoire. Ça a été un échec, on s'est divisé. Avant, nous tous là, tu ne te méfiais pas de ton frère du Nord, tu t'en foutais de tout ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus en Côte d'Ivoire. C'est la réalité. Vous-même qui grinchez matin, midi, soir là. La rébellion est venue au pouvoir. Ceux qui ont fait la rébellion sont venus au pouvoir là. Les commerces anarchiques là, c'est vous. On veut les arracher. Les transports, c'est vous. On veut les arracher pour donner à CFAO. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui a été réparé? Qu'est-ce qui a été bénéfique pour vous? Les réalités sont là. Vous pouvez écrire les conneries, mais vous savez que c'est la réalité. Maintenant, la dernière question. Est-ce que la présence du président... Avant que tu passes sur la dernière question, est-ce que sous le gouvernement du président Laurent Gbagbo, là, il faut qu'on soit factuel aujourd'hui. Est-ce qu'au sein de son gouvernement, là, il a mis des enfants du Nord au sein de son gouvernement? Est-ce qu'il y avait des ministres? Est-ce qu'il y avait des cadres? Mais je suis à l'aise quand tu me poses la question. Parce que oui, on nous a toujours vendu ça que non, Laurent Gbagbo avait une politique pour exclure les gens du Nord. Est-ce que vraiment il y avait des gens du Nord au sein du gouvernement? Des gens du Nord. Vas-y. Ok. Effectivement, sous le président Gbagbo, d'abord au sein du FPI ancien, il n'y avait aucune ségrégation. Tout le monde y était. Que ce soit du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Le directeur de campagne du président Gbagbo en 2010, Koulibaly Issa Malik, il est du Nord. Il est de Kourogo, précisément. Il est de la grande famille Bon. Mamadou Koulibaly, c'est un fils du Nord. Voilà. Konaté Navigué, il est du Nord. Comment il s'appelle encore ce... Colin Katinan, il est du Nord. Et la liste est longue. La liste est longue. Il y a encore une autre dame là, qui est juste à présent encore au PPACI, qui est du Nord. Donc j'ai oublié le nom, qui est très régulièrement avec Koulibaly Issa Malik. Donc les enfants du Nord n'ont jamais été marginalisés. Mettez en commentaire les noms que vous connaissez qui ont travaillé pour le président Laurent Gbagbo. Sous le président Laurent Gbagbo. On est un panel. Hein? Et même l'un des anciens meilleurs amis de Ouattara qui connaissait Ouattara, qui est décédé finalement au Ghana, Bamba, comment il s'appelle le monsieur là, qui à chaque fois qui disait que s'il meurt demain, allez-y, c'est la faute à Ouattara. Ben Soumaoro. Il est du Nord. Les enfants du Nord qui étaient avec Gbagbo là, on ne peut pas compter. Aboudraman Sangaré, il est du Nord. Donc, il n'y a pas de ségrégation. Mais les gens fabriquaient, ils ont fait une fabrication, ils ont collé ça sur le président Gbagbo. Et comme malheureusement, la majorité des déscolarisés, je ne dirais pas qu'il était déscolarisé, c'est nos frères du Nord. Mais oui, ils ont profité. Ils ont profité. Donc, c'est ça l'unique. Mais avec toute cette panoplie-là, de personnes du Nord que vous citez, qu'est-ce qui a fait passer cette propagande-là? Qu'est-ce qui a fait passer cette manipulation-là pour dire que le Nord est délaissé, le Nord est exclu, le Nord, on ne peut pas porter, ils sont raflés, on ne peut pas porter boubou. Comment est-ce que la communication a pu passer en Côte d'Ivoire? La communication est passée comment? Parce que déjà, c'est un gros travail qu'ils ont commencé. Hein. Ils ont commencé par la charte du Nord. Ils ont commencé par Alassane Ouattara a dit que je suis musulman, donc on ne veut pas que je sois président de la République. Ce qui était faux. Parce que c'est en Côte d'Ivoire, c'est sous Ouattara qu'un imam a été arrêté pour être jeté en prison. C'est sous Ouattara qu'on a vu des mosquées cassées.
sans préavis, sans mesure d'accompagnement. Et puis on ne les voit pas. Hein. Quand c'est comme ça, on ne les voit pas dans les rues. Tu vois, je vais passer sur la dernière raison. Comme je suis encore sur le panel, je vais revenir encore sur d'autres. La présence sur l'échiquier politique du président Laurent Gbagbo, bah oui. Quand nous on répète tout le temps ici que la poste, le président Gbagbo n'a pas soif d'être président de la République. La candidature du président Gbagbo est une posture de combat. Voilà, les gens doivent le savoir. Si le président Gbagbo, si une personne de la trempe du président Gbagbo ou du président Bédier n'était pas sur l'échiquier politique, la Ouattara avait déjà annoncé sa candidature. Voilà. C'est la candidature du président Gbagbo là qui lui fait reculer. Parce que la grosse victime dans tout ça, c'est le président Gbagbo. Ces occidentaux là, s'il y a une question à poser là. Vous n'avez pas installé cette injustice que vous avez installée depuis longtemps. Et vous allez vous permettre d'éliminer cette personne là. C'est vous qui l'avez envoyé à ces pays. Il est revenu. Vous n'allez pas permettre que Ouattara le phagocyte encore. C'est cette posture là que le président Gbagbo est. Non seulement il est dans cette posture là, mais ce qu'ils avaient voulu faire quand ils réclamaient le pouvoir. Et qu'ils ont fini de jeter nos frères comme ils ont fini de jeter nos frères qu'ils ont utilisés. Le président Gbagbo a vu. On a compris que c'est une mafia qui a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ceux même qui bavardent là, ceux même qui bavardent derrière le RADP là, demande-le en quoi le RADP leur profite. Rien du tout. En fait, ils veulent 5 ans encore pour croire. Mais ils ne croient pas. Ils ne sont pas sûrs que le RADP leur a fait ça propre. Ils savent. Donc la candidature du président Gbagbo là, c'est une posture de combat. Le président Gbagbo n'a pas soif de ce. Il peut aller s'asseoir à Mama. Il a une grosse maison là-bas. Hein? Et il peut rester là, continuer à tuer sa rente viagère. Non? Nous on dit que le président Gbagbo reste. Pour que nous, les jeunes, qui hier sont battus jusqu'à ce que, malheureusement, certains de nos frères n'avaient pas compris, on puisse donner le pouvoir aux Ivoiriens. Parce que le pouvoir n'appartient plus aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens n'arrivent plus à faire les affaires en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens sont marginalisés dans eux-mêmes, dans quelques de business. Il y a plein qui n'ont plus envie de travailler pour quelqu'un. Tu veux faire les affaires. Mais dès que tu commences à, tu vas aller mettre tes 50 000, 100 000 euros en Côte d'Ivoire. Mais ça va partir en l'air. Voilà le Jacques. Voilà le frère Jacques. 40 milliards. Ouf. C'est parti en l'air. C'est tout ça qu'on veut réparer. C'est pour ça qu'on dit aux Ivoiriens de se mettre ensemble pour crier tout c'est trop. Il faut que ce pouvoir passe. Déjà, que Ouattara là, il a brigandé 2020. Il a été là. Il ne faut pas qu'il se dise que 2025 là, c'est pareil que 2020 parce qu'il y a un garçon qui est sur le terrain. Donc la candidature du président Gbagbo là, ça mélangeait tous les calculs. Et nous, on dit que notre candidat, c'est le président Laurent Gbagbo. Il est candidat. Il n'y a pas de plan, il n'y a aucun plan. C'est le président Gbagbo qui est notre candidat. De toute façon que Ouattara était un candidat, malgré que Arrête Dagui Diabaté est plus diplômé que lui là. Et puis on l'a pas changé pour Arrête Dagui Diabaté là. C'est pour ça que le président Gbagbo est notre candidat. Pourquoi on nous demande de choisir notre candidat? Ou bien celui qui l'a fait peur. Donc, Mystique, l'unique, pardon, Mystique. C'est le truc qui est en bas de toi que je lis là. Je veux lire mais je ne vois pas en fait. Historique, Mystique, je vois ça se termine par Mystique, je vais lire mais j'arrive pas à voir. Ton micro est éteint. Ça n'a rien à voir. Ah d'accord, ok. Donc tu vois, donc la candidature du président Gbagbo est forcément un mélange. C'est pour ça qu'on l'avait jeté, on l'avait envoyé à la CPI. Voilà. Il est quitté à la CPI là. Depuis qu'il est quitté à la CPI, la gouvernance est mélangée. Ils dénoncent tout jour et nuit. Ils ont l'impression qu'ils jouent la comédie, mais ils savent très bien qu'ils ne jouent pas la comédie. C'est à cette communication-là que le peuple a accès. Ce peuple que vous avez abruti là. C'est à cette communication-là qu'ils ont accès. Merci mon frère. Ok, merci beaucoup. On va essayer d'équilibrer le débat. Oui, on va essayer d'équilibrer le débat. Je suis en bas, je laisse ma place à quelqu'un. Le RADP l'a monté. Hein. Monté. Excusez-moi, je vais équilibrer le débat un peu. Amara, ouvre ton micro. Bonjour, Ludic, le Palifoc de vie. Tu m'entends? Ouais. Ok, d'accord. Ouais, non, ne t'inquiète pas, nous allons d'équilibrer un peu. Il veut voilà. pas envoyer ça. Je salue tout le monde sur le panel. Je salue tout le monde sur le panel. D'abord, je voulais intervenir sur je voulais contredire plusieurs énormités qui ont été dites ici tout à l'heure. Vous avez parlé de la carte de séjour qui a été instaurée en Côte d'Ivoire par Ouattara. T'entends mal, écoute-toi, mon frère. Bah, attends, je vais mon écouteur. Attends. Pardon, donne-moi une minute, s'il te plaît. Dis que. Tu m'entends? Ouais, là, c'est bon, maintenant, vas-y. Ok. Vous avez parlé de la carte de séjour qui a été instaurée par Ouattara. D'abord, c'est faux. La carte de séjour n'a pas été instaurée par Ouattara. La carte de séjour a été instaurée le 29 mai
1990. Ouattara fut Premier ministre de Côte d'Ivoire en novembre 90. Ouattara fut nommé Premier ministre en Côte d'Ivoire en novembre 90. Vous pouvez aller vérifier sur Internet. Vous pouvez aller sur Google. Vous allez taper. Vous allez vérifier. Donc ceux qui disent que c'est Ouattara qui a instauré la carte de séjour, je m'inscris en faux. Parce que de sa domination, de la domination de Ouattara à l'instauration de la carte de séjour, il y a des mois qui diffèrent. Ouattara a été, la carte de séjour est passée à l'Assemblée nationale, ça a été voté par les députés en mai 1990 et Ouattara a été nommé en tant que Premier ministre de la Côte d'Ivoire en novembre 90. Ça c'est un premier point. Vous pouvez vérifier, c'est une information que je donne, vous pouvez vérifier. Maintenant, vous êtes censé savoir que le chef de l'État, en 90, c'était monsieur le président Félix Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny, qui est le père de la nation. Donc, Ouattara, en tant que son premier ministre qui est venu pour relever l'économie ivoirienne, à aucun moment, la carte de séjour a été